Napoléon III, un modernisateur incompris. Le sujet est dans l'air puisque Thierry Lenz, qui m'accueille à la Fondation Napoléon, y a consacré son dernier livre Voilà peu. Beaucoup d'historiens se sont questionnés sur le fait que Napoléon III ne bénéficiait pas de l'attention, on va dire, publique qu'il aurait méritée. En 2005, France 2, Antenne 2, Le Point, Europe 1 avaient lancé, c'était très à la mode dans le monde à l'époque, un sondage auprès des Français pour savoir quels étaient leurs 100 Français préférés de tous les temps. Au premier rang figurait le général de Gaulle. Au deuxième rang, le grand savant Pasteur, Pasteur qui devait une partie de sa carrière à Napoléon III. Au sixième rang figurait Victor Hugo, qui devait, là aussi peut-être plus modestement, une partie de sa notoriété à son opposition farouche à l'empereur Napoléon III. S'il n'en reste qu'un, je serai celui-là, avait-il dit dans son exil des îles anglo-normandes. Mais de Napoléon III, point dans ce classement. Il fallait se tourner alors vers les historiens anglo-saxons pour que Napoléon III et sa modernité soient évoqués avec, je dirais, tout l'intérêt, toute la connaissance qu'il méritait. Ce n'est que depuis en fait 20 à 15 ans que Napoléon III est redécouvert pour son rôle de modernisateur absolument fondamental. Il l'a mené dans trois directions différentes, trois directions qui couvrent, je dirais, toute la sphère que doit connaître un homme public. Une modernisation de la France au niveau politique tout d'abord, mais également une modernisation économique et sociale. Et enfin, pour dépasser ce cadre, je dirais, pour englober la planète, une modernisation des relations internationales, une modernisation géopolitique. Modernisation politique, tout d'abord, puisque Napoléon III veut établir un rapport nouveau entre le chef d'État et le peuple. C'est un homme de son temps, il est inspiré par les idées de son oncle Napoléon, mais il va les mettre au goût du jour du milieu du XIXe siècle. Il est l'inventeur, dans un certain nombre d'écrits des années 1830 et du début des années 1840, de ce qu'il convient d'appeler le bonapartisme. Et oui, mesdames et messieurs, il est le créateur de cette idéologie dans des livres comme Les idées napoléoniennes en 1840. Une verticalité qui crée un lien direct entre le chef de l'État et le peuple, le chef de l'État pouvant consulter le peuple par des plébiscites, il pose des questions et il tient compte de la vie populaire. De grands déplacements à travers le pays. Devenu président de la République, le premier de notre histoire en décembre 1848, puis empereur des Français en 1852, Napoléon III sera de toute notre histoire contemporaine le chef de l'État qui a accompli le plus de voyages à travers la France. Il a visité 50 départements. Une forme de populisme également durant sa présidence de la République, entre décembre 1848 et 1851, puisque, ayant une marge de manœuvre extrêmement réduite, il prendra le peuple à partie du fait que les notables qui siègent à l'Assemblée et dans son gouvernement ne lui permettent pas de réaliser ses idées généreuses. Dans son discours de Saint-Quentin de juin 1850, il dira « Mes vrais amis ne sont pas sous les lambris dorés des ministères, ils sont sous le chaume des fermes ». Il appliquera cette politique une fois devenu empereur et lorsqu'il aura les mains libres dans les années 1850-1860. Une compression, il faut le dire, dans les années 1850, au lendemain du coup d'État qui lui permet de transformer sa présidence de la République en empire. Compression donc des libertés qui va durer une dizaine d'années avant qu'à partir de 1860, il ne commence à libéraliser son régime. Les dernières années, 1869-1870, sont les années de l'Empire libéral, un régime semi-parlementaire qui ressemble beaucoup, hérédité en moins et contrôle de constitutionnalité également en moins, à ce que fera le général de Gaulle sous la Ve République à partir de 1958. Mais la modernisation, elle est aussi économique et sociale. Louis-Napoléon Bonaparte, le futur Napoléon III, s'inspire des Saint-Simoniens et il se dit socialiste.
L'idée qu'en améliorant le sort des couches laborieuses, des ouvriers, mais également des paysans, on tirera toute la société vers le haut. Il développe ses idées dans un certain nombre d'écrits lorsqu'il est enfermé dans les années 1840 pour avoir tenté de renverser le roi Louis-Philippe, en particulier extinction du paupérisme. Et il va, une fois qu'il est devenu empereur, réaliser ce programme. De très grandes lois sont adoptées pendant le règne de Napoléon III. Exemple, en 1864, la légalisation des coalitions. Désormais, les ouvriers pourront s'entendre, pourront faire grève. On va légaliser les sociétés de secours mutuels. On va également créer des retraites dès 1853 pour les fonctionnaires que Napoléon III ambitionnera dans les années 1860 d'étendre à l'ensemble des catégories sociales et en particulier du monde ouvrier. La chute de son régime ne lui permettra pas de réaliser ce programme. Un vaste programme urbanistique également, avec la transformation de quasiment toutes les villes de l'Empire français, a commencé au premier chef par la capitale, par Paris, sous l'égide du préfet Haussmann, à partir de 1853. Mais Marseille, Lyon, Bordeaux, Dijon, Lille sont également transformés, pour ne citer que les principales villes. De grandes expositions universelles sont organisées en France, les premières de l'histoire, en 1855 et en 1867. 15 millions de visiteurs viennent à Paris en 1867 du monde entier. Le réseau des transports est également amélioré avec la création de lignes de chemin de fer. Il n'y a que 2000 km de voies ferrées lorsque Louis-Napoléon Bonaparte devient président de la République en 1848. Il y en a près de 20 000 lorsqu'il quitte le pouvoir en 1870. Création des banques pour financer l'industrie et plus largement l'économie, mais également création des banques de dépôt, les premières de l'histoire. Nous penserons ici au Crédit Lyonnais ou bien encore à la Société Générale, créée respectivement en 1863 et 1864. Et le commerce se développe également par des compagnies maritimes internationales, comme la Compagnie Générale Transatlantique ou les Messageries Maritimes, qui vont emprunter le canal de Suez, dont Napoléon III est le véritable promoteur. Dans son emprisonnement, il avait déjà lui-même envisagé un canal interocéanique reliant le Pacifique à l'Atlantique, qui verra le jour à la fin du XIXe siècle. Il enverra son épouse, l'impératrice Eugénie, inaugurer en 1869 le canal de Suez. Évoquer le canal de Suez m'amène dans un dernier point à revenir sur cette question des relations internationales. Napoléon III est l'apôtre du principe des nationalités. Il fera la guerre à l'Autriche en 1859 pour chasser les Autrichiens de la péninsule italienne et il contribuera très fortement à unifier ce pays qu'est l'Italie, le royaume d'Italie, est créé en 1861. Au préalable, il avait fait la guerre à la Russie aux côtés de l'Empire ottoman, c'est ce qu'on appelle la guerre d'Orient, la guerre de Crimée. Et à la faveur de cette guerre, il avait obligé, intimé, je dirais, à l'Empire ottoman, en contrepartie de la victoire, de libéraliser le régime qu'appliquaient les Ottomans dans les principautés balkaniques. Napoléon III peut être considéré à juste titre comme le père de l'autonomie de la Serbie et du Monténégro et le créateur du royaume de Roumanie à partir des années 1860. De grandes expéditions également à but humanitaire, on pensera par exemple à l'expédition du Liban en 1860, mais également, il faut le dire, des erreurs. En Algérie, la conquête de l'Algérie avec la très noble idée du royaume arabe, associer sur un pied d'égalité les Arabes aux Français, se soldera par un échec, de même que dans les années 1860, un certain nombre d'initiatives en politique étrangère. Pensons à l'expédition du Mexique, dont le but était de créer un grand empire catholique et latin qui puisse faire pièce en Amérique à la République des États-Unis d'Amérique, anglo-saxonne et protestante, mais le projet échouera. De même, Napoléon III rencontrera sur sa route, dans les années 1860, le chancelier prussien Bismarck, qui le conduira, l'amènera à lui déclarer la guerre en 1870, une guerre qui sera fatale au Second Empire.